Bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur Monaco Info. Voici les titres de votre journal. La principauté se pare de rouge et de blanc pour la fête nationale. Les services techniques communaux sont actuellement à pied d'œuvre pour habiller les quartiers aux couleurs monégasques. Nous les avons suivis. Qu'avons-nous appris de la guerre en Ukraine? C'est la question qui a été posée lors de la conférence de la Monaco Méditerranée Foundation. Elle avait pour invité Kurt Volker, notamment ancien représentant des États-Unis auprès de l'OTAN. Le nouveau musée national de Monaco présente une nouvelle exposition à la Villa Paloma. Casa Ideale dévoile les œuvres de Pier Paolo Calzolari, l'un des artistes les plus novateurs de la période de l'après-guerre. Björn Dahlström, le directeur du NMNM, sera avec nous pour en parler. Et puis en basket, fin de série pour la Roca Team en Euroleague. Elle s'est inclinée hier à domicile face à l'Anadolu Efes Istanbul. Une défaite à digérer rapidement avant un déplacement à Madrid jeudi. Le rouge et le blanc dominent dans les rues de la Principauté à l'approche de la fête nationale qui sera diffusée en direct ce dimanche à partir de 9h30 sur notre antenne. Monaco honore ses couleurs. Fabien Bonilla et Olivier Bonello ont suivi ce matin les équipes de la mairie en charge du pavoisement. Voyez leur reportage. La définition du mot pavoiser vient au départ de la marine et signifie garnir un bâtiment militaire de pavillons. Désormais, pavoiser veut dire garnir de drapeaux les édifices publics, les maisons à l'occasion d'une fête, comme à Monaco lors du 19 novembre. C'est la mairie qui est en charge de ce pavoisement et cette année est un peu particulière. Avec le centenaire de la naissance du prince Régnier III, des drapeaux ornent déjà les bâtiments publics de la Principauté. En revanche, entre le vent et le soleil, ils s'abîment. Il faut donc les changer. Les équipes du pôle manifestation des services techniques communaux sont à pied d'œuvre depuis le 31 octobre. On a une équipe nuit qui travaille à l'aide d'une nacelle qui a travaillé pendant 6 nuits et qui a remplacé exactement 420 oriflammes. Et on a une équipe jour qui est composée de 2 à 3 ou 4 personnes en fonction des autres interventions qu'on a en même temps, qui a remplacé à peu près 500 drapeaux, une centaine de pavillons. Donc c'est quand même assez conséquent en termes de quantité et de manutention. Un travail conséquent mais effectué avec sérieux et avec le cœur. C'est une fierté pour nous parce qu'on participe à notre échelle au rassemblement de la population monégasque et c'est une manifestation qui est très importante. Donc pour nous, c'est vraiment un grand honneur de pouvoir y participer à notre manière. À savoir que les drapeaux qui viennent d'être remplacés devraient être recyclés. Une étude est en cours avec la SMA. Pour finir, la mairie de Monaco invite, comme chaque année, les nationaux et les résidents à pavoiser avec les traditionnels drapeaux monégasques, mais également des drapeaux édités à l'occasion des commémorations du centenaire du prince Régnier III. Oui, et pour bien pavoiser, on le rappelle, le rouge doit toujours se situer au-dessus du blanc. Cette fête nationale est le reflet des spécificités et des traditions monégasques. Plusieurs événements se déroulent en amont de ce 19 novembre, à l'image de l'attribution d'insignes et de distinctions. Les cérémonies ont débuté aujourd'hui avec les médailles du travail. Comme vous pouvez le voir actuellement à l'image, elles ont été remises par le ministre d'État, Pierre Dartout, au musée océanographique. Des insignes d'argent et de bronze. Cette cérémonie sera retrouvée en intégralité sur notre antenne ce jeudi à 17h, puis sur notre chaîne YouTube. Hier, nous recevions sur notre antenne Bertrand Badi, expert en relations internationales, venu analyser la guerre en Ukraine. Il nous confiait que ce conflit s'enlisait depuis quelques mois. Mais qu'avons-nous appris de cette guerre? C'est la question qui a été posée mardi soir au One Monte Carlo à l'occasion de la conférence de la Monaco Méditerranée Foundation. Elle avait pour invité Kurt Volker, ancien représentant des États-Unis auprès de l'OTAN et représentant spécial pour les négociations avec l'Ukraine. Il livre son opinion sur ce conflit russo-ukrainien au micro de Vanessa Dessy. I think that you have a situation now where you have dictators who believe in extremist ideologies. And in the case of Vladimir Putin, he believes that Ukraine doesn't have a right to exist as a society, as a language, as a national identity. And so he has embarked on a mission to destroy Ukraine, to eliminate Ukraine, and to rebuild a Russian empire. Well, this is something we haven't seen since the 1940s in Europe, and it is very, very troubling. And it tells us that we in the West, who believe in democratic societies, the kind of societies that can choose and change their governments and build lives for people, build economies, build security, we have to take this kind of threat seriously. It's happening in Ukraine now. But as we know from past experience, when dictators like that get started, if they win, they keep going.
Le nouveau musée national de Monaco présente à partir du 17 novembre une nouvelle exposition à la Villa Paloma. Elle s'intitule Casa Ideale et dévoile les œuvres de Pier Paolo Calzolari. L'artiste italien est considéré comme l'un des plus novateurs de l'après-guerre. Avant d'en parler avec le directeur du NMNM, Björn Dahlström, Frédéric Elion et Alban Gingembre vous font découvrir cette exposition en avant-première. C'est un représentant éminent de l'arte povera, un artiste pluridisciplinaire qui mêle peinture, sculpture et installation originale. Pier Paolo Calzolari a investi la Villa Paloma et utilisé des objets du quotidien pour en faire sa maison idéale. Une quarantaine d'œuvres sont à découvrir sur 3 étages, retraçant près de 50 ans de carrière de l'artiste. Alors cette exposition, Casa Ideale, est une exposition importante, rétrospective de Pier Paolo Calzolari, qui travaille sur des matières inhabituelles dans le champ de l'art, comme le givre, le feu, les matériaux naturels, les feuilles de tabac. Et il crée avec ces ensembles des œuvres d'une grande poésie. L'usage du givre, ce qu'on peut dire d'abord, c'est qu'il est venu chez Pier Paolo d'une recherche sur la couleur et sur le blanc. C'est parce qu'il ne réussissait pas à restituer avec des moyens de peintre le blanc, un blanc très, très particulier des pierres à Venise qu'il a choisi. Il s'est rendu compte par hasard que le givre avait cette qualité de blanc, ce blanc absolu. Donc c'est pour ça qu'il a utilisé le givre dans ses œuvres. Les œuvres de Calzolari ne sont jamais figées, il recrée en quelque sorte des tableaux vivants, avec notamment une table givrée, Tolomeo, ou un banc givrant, Lasciare il posto. L'exposition Casa Ideale est à découvrir à la Villa Paloma du 17 novembre au 7 avril. Et le directeur du NMNM est en duplex avec nous depuis la Villa Paloma qui accueille l'exposition Casa Ideale. Bonsoir Björn Dahlström. Bonsoir Émilie. Qu'est-ce qui vous a séduit dans l'œuvre de Pier Paolo Calzolari pour l'accueillir au NMNM ? Alors ça fait longtemps que le travail de Pier Paolo Calzolari me séduit. Je l'ai découvert dans sa totalité en 1994 dans une exposition au Jeu de Paume à Paris. Et ce qui me séduit chez cet artiste, c'est que c'est un artiste démiurge. C'est quelqu'un qui a créé un univers en associant des matériaux tout à fait singuliers, en vrai alchimiste, et qui a une proposition totale. Et l'idée de l'inviter à la Villa Paloma, c'était parce qu'il appartient, vous le savez peut-être, à ce mouvement de l'arte povera qui a surgi dans les années 60-70, un mouvement qui a emprunté aux objets du quotidien, qui a associé des objets du quotidien, des quotidiens pauvres, l'art pauvre, puisque c'est ce que veut dire l'arte povera, et que à cette époque, dans les années 68, il a écrit un manifeste qui s'appelle Casa Ideale, dans lequel il décrit un monde idéal, et une maison peut-être idéale. Et il m'a semblé opportun qu'à la Villa Paloma, qui est un musée aujourd'hui, mais qui a été une maison auparavant, justement on fasse dialoguer cette architecture avec le travail d'un artiste, pour lequel l'art est une maison, où la vie est une maison, ou en tout cas l'idée de sa pratique relève du domestique, et ça m'a semblé intéressant dans ce sens. Vous l'avez dit, il est présenté comme l'un des artistes les plus novateurs de la période de l'après-guerre, c'est ça ? Exactement, oui. Il est né en 1943, donc il a commencé à travailler dans les années 60, appartenu à ce mouvement encore de l'arte povera, puis après a tracé son chemin et a épousé toute son époque. L'exposition a un caractère rétrospectif, donc on présente des œuvres qui datent des années 60 jusqu'aux années 2010, donc c'est vraiment plus de 50 ans d'une carrière foisonnante, extraordinaire, qu'on présente ici à la Villa Paloma. Oui, c'est vraiment un regard global sur les diverses pratiques aussi des arts plastiques. Oui, c'est-à-dire que c'est à la fois des tableaux vivants, de la sculpture. Il emprunte à des éléments, des matériaux qui sont très singuliers. Ça va des végétaux, un trèfle à 4 feuilles ou à 3 feuilles plutôt, des feuilles de tabac, du givre, beaucoup de givre dans sa recherche du blanc absolu. Vous verrez des éléments du quotidien qui ressemblent à des tables qui sont complètement givrées, qui produisent de la glace. J'y reviens parce que c'est tout à fait caractéristiques de sa pratique, des tableaux de sel, des peintures à laquelle il associe du lait. C'est un artiste très cultivé qui a une très bonne connaissance aussi des techniques picturales et qui a exploré justement ce champ des possibilités techniques et de rencontres de matériaux souvent instables parce que c'est toute la force et la poésie du travail de Calzolari, c'est de produire une œuvre
une œuvre qui est en perpétuelle mutation ou en changement permanent, de provoquer une forme d'impermanence et d'insécurité. C'est ce qui est très beau, je trouve, dans ce travail, ce qui fait sa fragilité et sa force. Oui, et grâce à cette rétrospective, on constate l'évolution du travail de l'artiste, parce que de 1960 à 2014, le spectre est large. Extrêmement large. Alors on commence au premier étage avec des œuvres qui plastiquement empruntent ou évoquent plus directement l'arte povera et qui, à mesure qu'on rentre et qu'on se déplace dans la maison, développent de nouvelles techniques, du bois calciné, du givre justement qui n'était pas présent au tout début. Voilà. Donc il y a vraiment une vraie exploration des matériaux aussi. Et l'ensemble ressemble à un espace domestique, à une villa, sauf qu'elle serait passée au crible du génie d'un artiste qui en refait une nouvelle proposition. Très poétique, très minimale, très sensible, très métaphysique. Et aujourd'hui encore, après de 80 ans, Pier Paolo Calzolari continue de créer? Ah oui, il a son atelier, il travaille beaucoup, il vit au Portugal et en Italie. Il peint, il sculpte, il compose, toujours. Eh bien, merci beaucoup Björn Dahlström d'avoir été notre invité ce soir sur Monaco Info. Casa Ideale est donc à découvrir à partir du 17 novembre au NMNM à la Villa Paloma. Merci. Merci beaucoup, bonne soirée. On reste dans le domaine de la culture avec Sur les planches du théâtre Princesse Grace, Seul 2, et avec Olivier Duverger-Vanek. Le comédien livre sur scène son histoire marquée par la solitude, un seul en scène émouvant qui se veut être un message universel. Prochain rendez-vous au Théâtre Princesse Grace ce jeudi avec un événement des rencontres philosophiques de Monaco qui nous posera cette question: l'espoir fait-il vraiment vivre? Nous tenterons d'ailleurs d'y répondre avec notre invité demain, la philosophe Camille Riquier. En basket, fin de série pour la Roca Team en Euroleague. Après avoir enchaîné 5 victoires, les Monégasques se sont inclinés hier soir à domicile 89-82 face à l'Anadolu Efes Istanbul. Le résumé de la rencontre est signé Frédéric Elion et Hugo Comassa. Jamais Monaco n'avait gagné 6 fois d'affilée en Euroleague. La Roca Team devra encore attendre pour réaliser cette prouesse, puisque l'Anadolu Efes Istanbul a mis fin aux 5 victoires consécutives monégasques hier soir à Gaston-Médecin. Le double vainqueur de l'Euroleague en 2021 et 2022 entame fort la rencontre. Le manque d'agressivité monégasque permet aux stars de l'effectif turc de briller. Darius Thompson, 16 points, et Rodrigue Beaubois, 21, se régale d'entrée. Malgré un superbe 5 sur 5 à 3 points côté monégasque dans le premier quart-temps, les Turcs sont devant 28-25. Shane Larkin débute ensuite son festival, que ce soit au tir avec ce 3 points en déséquilibre ou à la passe avec ce alley-oop pour le géant Tibor Pleiss. À la mi-temps, Istanbul a toujours l'avantage, 48-44. L'écart va rester stable avec quasiment toujours 2 ou 3 possessions maximum d'écart au tableau d'affichage à l'abord du Money Time. Mike James ramène Monaco à -3 sur ce drive dans le trafic. À 40 secondes du buzzer final, la Roca Team peut y croire. Mais le génie Shane Larkin scelle le sort du match avec ce shoot incroyable. La défense d'Alpha Diallo est pourtant excellente, mais le talent de la star stambouliote, auteur de 25 points à 10 sur 17 au tir, fait la différence. 89-82, grosse victoire d'Istanbul en terre monégasque. Offensively, I think we play pretty well basketball. Like you said, the team like that, with that type of experience, with that type of players, you allow them to start the game easy, and it's going to be a completely different game. So I think that was the key today. We allowed them to have easy looks in the beginning. They got confidence, and later on to stop them was just very difficult. And as you saw, like we were right there. It seemed like 1-2 shots could change the game, but we never managed to kind of break the game. On est très satisfait d'avoir pu justement rivaliser physiquement avec cette équipe de Monaco qui est connue pour ça. Et ouais, on a eu de très bons moments et j'espère qu'on va justement utiliser ça pour lancer notre saison parce que bon, on n'est pas au mieux, mais bon, c'est une très bonne victoire et j'espère qu'on pourra enchaîner. C'est difficile pour nous de gagner quand on voit que leurs joueurs majeurs, Thompson, Larkin et Rodrigue, qui font un match comme ça, on n'a pas su les arrêter et on connaît le talent de cette équipe-là. Et quand on les laisse dérouler, tout de suite c'est très compliqué d'obtenir la victoire.
Malgré cette deuxième défaite à domicile en Euroleague, Monaco reste pour l'instant 4e du classement avec 5 victoires et 3 défaites avant les matchs de mercredi soir. Et les regards se portent désormais vers Madrid puisque la Roca Team affronte les champions en titre ce jeudi. Les matchs Monaco-Real ont toujours connu des scénarios fantastiques et ce sera le choc de la 9e journée d'Euroleague. Les hommes de Sacha Obradovic vont tenter de faire tomber des Madrilènes invaincus en 8 rencontres. Écoutez, Peter Corneli, c'était ce midi avant le départ de l'équipe pour l'aéroport. L'objectif c'est clairement la victoire, comme je disais, hein, voilà, on s'en cache pas, c'est sûr, on veut être la première équipe qui les fait tomber. On a eu un coup de frein hier avec la défaite contre FS, ça c'est sûr, mais voilà, comme je dis, on a tout ce qu'il faut pour aujourd'hui battre cette équipe, ça c'est pas le souci. Maintenant il faut qu'on arrive à mettre tout ça justement en place dans un match, qu'on soit irréprochable défensivement, qu'offensivement on fasse ce qu'on sait faire. Il faut faire un match parfait, hein, tout simplement. Voilà. Après, on est clairement capable de le faire. On a aussi, je pense, un très gros effectif. Maintenant, il faut qu'on soit dans les clous défensivement, surtout, parce qu'avec Madrid, il ne va pas falloir laisser prendre feu, ça c'est évident. L'effectif a très peu changé. Ils ont rajouté Facu Campasso, donc c'est une belle addition. C'est un joueur qui est très actif, surtout que ce soit défensivement ou offensivement. Donc voilà, il faut pas le laisser, justement prendre feu et puis prendre son rythme dans le match. Et puis après, il n'y a pas que lui évidemment, hein, mais voilà, c'est le genre de joueur qu'il faut clairement mettre dans une boîte et puis pas qu'il en sorte, quoi. Monaco-Real Madrid, c'est donc ce jeudi à 20h45. Dans le reste de l'actualité, le premier challenge expérience patient du centre hospitalier Princesse Grasse s'est conclu mardi par une cérémonie de remise des prix. Elle a récompensé de nombreux projets proposés par les agents eux-mêmes et répondant aux besoins des patients pris en charge au CHPG. Cette opération initiée par le directeur de l'établissement, Benoît Trousseau de Sévelinges, aura été un réel succès. 35 projets ont été déposés par plus de 110 professionnels impliqués. La quasi-totalité d'entre eux seront accompagnés dans leur mise en œuvre. Place à présent à votre rubrique qui met en valeur les artisans, les commerçants, les restaurateurs de la Principauté. Le dernier épisode de Ceux qui font Monaco s'intéresse ce soir à l'art de vivre, Christine Datomel. Oui, authenticité et qualité définissent cette toute jeune entreprise qui vient de voir le jour il y a seulement quelques mois sur le net en Principauté. Son nom, Monaco Slow. Alors, la jeune entreprise vous propose des bougies parfumées, des diffuseurs, des vêtements streetwear, du linge de maison. Tout ça 100% naturel et la qualité, bien sûr, est au rendez-vous. Pour moi, Monaco, c'est aussi une vitrine. Monaco, ça représente la beauté. Voilà, donc je voulais absolument garder le nom Monaco. Après, Slow, c'est plus circuit court, en fait. Voilà, tout ce qui est artisanat, belle matière. Donc voilà, en fait, le nom, la signification de Monaco Slow. J'ai souhaité en fait créer une plateforme en ligne en proposant des produits haut de gamme mais très qualitatifs au niveau des matières premières, matières naturelles. Je me suis dit tiens, pourquoi pas créer une marque, un logo, un site internet. Après il faut que ce soit attractif, attrayant. Donc je me suis dit qu'est-ce que je vais pouvoir proposer. Les bougies, en fait, c'est vraiment un objet de décoration. Donc en fait voilà, j'ai voulu développer cette gamme-là de senteurs. Ensuite le linge de maison, pareil, ça peut être la fabrique en fait où c'est fait en Toscane. C'est vraiment une usine où c'est fait de plusieurs générations. C'est vraiment l'accent sur la qualité, sur les matières, sur voilà, une fabrication vraiment particulière. Donc j'aimerais bien développer voilà, tout ce qui est linge de maison, les couettes, les nappes, ça peut être plein de choses. Je cherchais vraiment des fournisseurs, tout ce qui était vraiment produits naturels, l'artisanat. Voilà, moi j'ai vraiment tenu à apporter vraiment ma touche dans le design, voilà. Et après donc les matières, vraiment quelque chose de sélectif. Donc j'ai fait une recherche et j'ai trouvé donc en Alsace, sur Monaco aussi. Au début j'ai une petite gamme. Je suis partie voilà, avec deux belles gammes de bougies, une belle gamme de diffuseurs, un petit peu de linge de maison. Le but c'est donc après voilà, j'ai plein d'idées, développer la gamme et toujours améliorer dans le temps.
Vous l'aurez compris, Monaco Oslo déborde de projets. Prochain objectif, élargir encore un peu plus la gamme. Alors si vous manque des idées pour vos cadeaux de Noël par exemple, vous pouvez vous rendre sur le site www.monaco-slow.com. Et si vous n'avez pas eu le temps de noter l'adresse, sachez que tous les épisodes de Ceux qui font Monaco sont à retrouver sur notre chaîne YouTube. Jetons un coup d'œil maintenant sur vos prévisions météo. Bonsoir Vanessa Dessy, quelle est la tendance pour la journée de jeudi ? Bonsoir Émilie, bonsoir à tous. Le temps sera assez couvert durant la journée, mais le soleil pourrait faire quelques apparitions. Les températures iront de 12 à 17 degrés. Le soleil se lèvera à 7h24 et se couchera à 17h06. Et nous fêterons les marguerites. Merci Vanessa et merci à vous d'être fidèles chaque soir au JT de Monaco Info. Cette image avant de nous quitter, le Palais Princier s'est illuminé de bleu hier soir à l'occasion de la Journée mondiale du diabète, une journée pour sensibiliser la population à cette maladie chronique qui touche 4 millions de personnes en France. Ce journal est à présent terminé, merci de nous avoir suivis. Les photos de fin de JT ce soir sont signées Manuel Vitali, Frédéric Nébinger et Éric Maton. Ils vous dévoilent l'inauguration des canons de salut. Mais à quoi peuvent bien servir ces canons ? Eh bien vous le saurez dans notre édition de demain. Bonne soirée à tous sur Monaco Info.